Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. C'était le retour en classe pour des milliers de jeunes élèves de niveau primaire et secondaire au Québec cette semaine. Et alors que la province subit encore les conséquences du variant Omicron, on le voit, de ce qui se passe dans les hôpitaux, est-ce que la décision du retour en classe était prématurée ou encore est-ce qu'elle était motivée? On va poser cette question donc d'entrée de jeu à Frédéric Bérard, notre chroniqueur. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous ferez peut-être pas d'amis ce matin parce que le retour en classe était bien accueilli par plusieurs parents qui étaient donc heureux de retrouver une routine en télétravail à la maison. Qu'est-ce qui vous dérange dans le retour en classe? Premièrement, je comprends très bien l'espèce de soulagement des parents. J'ai de l'empathie pour eux. Je comprends que ce ne sont pas des professeurs à temps partiel et tout ceci vient compliquer la routine, comme vous venez de dire. Mais est-ce qu'il était si urgent, Frédéric, de procéder maintenant à l'ouverture des écoles, sachant que celles-ci ne sont pas adéquatement ventilées, sachant que nous n'avons pas de purificateur d'air contrairement à l'Ontario, sachant que nous n'avons à peu près pas d'échangeurs d'air, sachant que les capteurs d'air, les capteurs de CO2, viennent tout juste d'arriver dans certaines écoles jugées les plus problématiques et que la méthodologie pour étudier ces mêmes, pour évaluer si justement il y a trop de CO2 est absolument laborieuse, sinon inadéquate. Donc, en d'autres termes, il s'agit ici encore d'une décision qui est politique parce que la CAQ a fait ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire un sondage. Est-ce que vous souhaiteriez le retour à l'école? Si vous demandez à plusieurs parents, ben oui, évidemment, ils aiment mieux que leurs enfants soient à l'école en personne avec leurs amis, avec des profs compétentes versus l'enseignement à la maison, ça va de soi. Mais est-ce qu'il était urgent d'agir à ce moment-ci, sachant qu'on n'a pas encore atteint le pic, sachant que les hôpitaux sont en train de craquer, sachant qu'on a 12 000 employés dans le secteur hospitalier qui manquent à l'appel actuellement et sachant aussi tout ce qui se passe d'un point de vue délestage. Et regardez l'historique, et je termine avec ça, Frédéric, l'historique de la pandémie. À chaque fois qu'on a rouvert les écoles, que ce soit en juin 2020, en août 2020 ou par la suite, que ce soit septembre ou janvier, à chaque fois, la courbe a explosé. Pourquoi? Parce que les écoles sont des vecteurs de contamination par excellence. Les rôles sont inversés ce matin. C'est moi qui joue à l'avocat. J'aime beaucoup ça, Frédéric Bérard. Parce que là, il faut se rappeler qu'il n'y a pas seulement les parents qui réclamaient le retour. Il y avait aussi des lettres co-signées par des pédiatres et des spécialistes. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est une gestion du risque. On préfère risquer donc de gérer des cas d'éclosion que les conséquences possibles sur la santé mentale des étudiants. Donc, lorsqu'il y a plusieurs spécialistes comme ça, on se dit que sans avoir un support de la science, il y avait plusieurs personnes qui réclamaient le retour. Deux choses là-dessus. Premièrement, ces pédiatres-là ne représentaient pas leur association ou leur profession de façon générale. C'est pas des postures globales. Ce sont des pédiatres à titre individuel. Ils ont absolument, évidemment, le droit de s'exprimer là-dessus. Moi, je salue leur contribution au débat public et je répète, je comprends très bien les enjeux de santé mentale pour les enfants. Sauf qu'ici, personne ne parle de fermer les écoles jusqu'en 2028. Personne ne parle de faire doubler ces enfants-là. Tout ce que je dis, c'est est-ce qu'on n'aurait pas été plus sage d'attendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, sachant de toute façon que ces enfants-là poursuivaient quand même leur cours, mais à distance. Évidemment, je le répète, c'est pas idéal, mais c'est pas comme si non plus on allait rater une portion appréciable de l'année scolaire. Depuis combien de temps vous avez l'impression justement que le gouvernement du Québec regarde plus l'ère populaire, en fait, délaisse un peu les données scientifiques pour prendre certaines décisions? Octobre 2018. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé précisément, là? C'est l'élection de la CAQ. OK, sans qu'à ce point-là. Non, je vous blague un peu, mais en fait, c'est drôle. Les libéraux de Couillard auraient peut-être eu avantage à suivre les sondages un peu plus qu'ils l'ont fait. Mais j'ai l'impression que ce gouvernement-là, c'est-à-dire le gouvernement Legault, a une obsession par pour tout ce qui est assentiment populaire. Évidemment, c'est un peu démagogue ce que je dis là, vous comprenez, parce que les libéraux de Couillard n'ont pas eu à se taper la gestion d'une pandémie, comme c'est le cas du gouvernement Legault, qui a à rendre des choix difficiles. Ça, j'en conviens aussi. Ça prend une certaine approbation populaire également. Sauf que là, ce qui est en train d'arriver, malheureusement, et là, je vous fais la prédiction, c'est que la courbe va exploser encore davantage à un moment où le ministre Dubé lui-même, hier, nous dit, le réseau n'en peut plus.
le délestage, Frédéric, n'est plus l'exception. C'est rendu la norme dans plusieurs régions, sans compter le personnel soignant, je me répète, qui craque, qui quitte et qui, de toute évidence, manque à l'appel à plusieurs endroits. Donc, est-ce que c'était la meilleure décision à rendre? Franchement, j'en doute très fortement. Est-ce qu'on aurait dû attendre quelques semaines? Je pense que oui aussi, parce que là, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas compliqué. C'est qu'on va juste prolonger encore davantage cette crise-là. Pourquoi? Parce que on a voulu faire plaisir à certains parents qui se sont exprimés légitimement, cela dit, dans un sondage. On va délaisser un peu la COVID, quoi qu'il c'est jamais très, très loin du prochain sujet. J'aimerais qu'on parle de politique du Parti conservateur du Québec qui fait encore parler de lui. On annonçait donc l'arrivée, on a recruté Anne Casabonne comme candidate future pour le parti. Comment est-ce qu'on pourrait évaluer la stratégie du Parti conservateur depuis les derniers mois? Très simple, hein? Et c'est une stratégie qui est absolument conforme à celle de n'importe quel populiste en Occident, et ça se résume ainsi, Frédéric, 2 points. Parlez de moi, parlez de moi, parlez de moi, parlez de moi, parlez de moi. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On parle d'eux. Qui est Anne Casabonne? C'est une candidate vedette maintenant? Franchement, je l'ignorais. Elle s'y connaît en matière de santé publique parce qu'elle a qualifié le vaccin de mot en M. Est-ce que Éric Duhem a réussi un coup spectaculaire ici? Je dirais que oui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout le monde en parle. Et qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Il risque d'arriver ce qui est déjà arrivé ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres régions. C'est qu'il y a quelqu'un qui débarque en mettant son poing sur la table et en l'air de propositions relativement loufoques. La machine médiatique s'emballe. Au début, on trouve ça drôle, puis à un moment donné, on trouve ça un peu moins comique. Je pourrais vous parler de l'exemple de Donald Trump, je pourrais parler de l'exemple de Bolsonaro, l'exemple de Boris Johnson, l'exemple encore pas mal moins drôle d'Éric Zemmour en France. Des positions qui vont contre la science, qui est un peu une des définitions du populisme, et aussi surtout des trucs absolument spectaculaires qui peuvent choquer l'esprit en quelque sorte. Parce qu'on l'a vu dans les récents sondages, dans les intentions de vote, ils sont nez à nez presque. Parfois, ils ont même dépassé le Parti québécois. Est-ce que, selon vous, là, on est au mois de janvier, là, les élections, c'est à l'automne, est-ce qu'il pourrait peut-être réussir à décrocher certains sièges, le Parti conservateur du Québec? J'ai parlé à certains amis qui sont organisateurs pour différents partis. Ils sont d'avis qu'Éric Duhem, actuellement, pourrait ramasser un comté ou 2 à Québec, qui a toujours eu un espèce de fond conservateur à certains endroits. Ça pourrait aussi être un peu plus compétitif dans plusieurs endroits, dites dans certaines régions très très caquistes, entre guillemets. Pourquoi? Parce que de plus en plus, pour ces régions-là, Duhem se positionne comme étant une alternative sérieuse. Pourquoi? Parce qu'on en parle justement. Alors que le Parti québécois risque de s'enterrer ou de s'auto-enterrer à la prochaine élection, Duhem, lui, canalise l'espèce de frustration citoyenne à ce moment-ci en rapport aux mesures sanitaires. Maintenant, le défi, vous l'avez un peu soulevé indirectement, ce sera celui-ci. Une fois la pandémie passée, si tel est le cas avant l'élection de 2022, on se le souhaite, donc d'ici octobre, est-ce que cette frustration citoyenne va demeurer? Si tel est le cas, Duhem risque d'en profiter. Si ce n'est pas le cas, évidemment, probablement que les électeurs seront passés à autre chose. Et de ce fait-là, le parti de Duhem risque d'avoir perdu une portion appréciable de sa pertinence. Frédéric Bérard, toujours intéressant. On se parle la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Salut à tout le monde. Au revoir.